Ok les amis, à travers cette vidéo, je voudrais prendre 10 minutes pour vous donner la suite du résumé en rapport avec les revenus de l'entité et aussi 10 minutes pour le cours de comptabilité et essayer de terminer avec les écritures de régularisation. Alors, vous allez constater que au niveau des revenus de l'entité, nous étions au troisième point où nous parlions des expressions du revenu. Je suis en train de parler des expressions du revenu. Et la première expression que nous avons exploitée, c'était le rendement. Et nous avons, son temps, donné une différence entre le rendement et la rentabilité. Et je vous ai proposé une série d'exercices. Et vous allez constater, je sais que vous avez eu peut-être une petite difficulté au troisième exercice. Je vous ai proposé la fois passée les montants de 200 000, mais à la maison, j'ai constaté que le montant doit être de 20 000. Mais dans les documents qui vous a été envoyé, le montant qui est là est de 20. Donc vous corrigez, il faut barrer le 20, mettre 20 000. Et si vous mettez 20 000, vous allez constater que comme c'est 20 000 unités par heure et que vous avez ce qui a été réalisé, c'était 72 000 unités pour 4 heures et nous avons dit pour 1 heure, nous allons avoir 18 000 unités. Alors il était question de chercher le pourcentage des unités produites ou le rendement technique. Et le rendement technique nous donne dans ce cas-là 18 000 fois 100 sur 20 000. Et vous allez trouver 90%. Donc avec la donnée que moi j'ai avancée la fois dernière, vous avez trouvé 900%. Donc si vous corrigez, vous enlevez juste un zéro, vous serez à ces résultats que je vous ai proposés. Et après, le rendement, la deuxième expression du revenu, c'est la rentabilité. Nous sommes au point B, rentabilité. J'ai déjà défini la rentabilité. J'ai dit que c'est les résultats que nous obtenons ou que l'entreprise propose aux associés en rapport avec le capital qui a été investi. Donc, la rentabilité, c'est comme l'avantage qui s'est dégagé de capitaux investis. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Au niveau de la rentabilité, nous en avons aussi 3 sortes. Il y a 3 sortes de rentabilité. Nous commençons par la rentabilité des capitaux propres. Rentabilité des capitaux propres. Ici, nous voulons voir les résultats générés par les capitaux investis par les associés. Alors, qu'est-ce que nous obtenons comme résultat par rapport aux capitaux propres? Parce que dans une entité, nous n'avons pas seulement les capitaux propres, mais nous avons aussi les capitaux étrangers qui sont exprimés par le compte 16. Alors, ici, nous voulons voir ce que les capitaux propres donnent comme résultat par rapport à l'activité économique. Alors, la formule, c'est que rentabilité des capitaux propres est donnée par les résultats avant impôt, résultat avant impôt fois 100,
divisé par les capitaux propres. Je voudrais expliquer ce que signifie résultat avant impôt dans cette formule. Les résultats avant impôt, comme j'ai eu d'ailleurs à vous proposer les sortes de revenus, nous avons eu 8 paliers qui ont été développés de la bonne manière. Alors, les résultats avant impôt, c'est juste les comptes 13.1. Mais lorsque nous prenons les comptes 13.1, nous ne prenons pas tout ce qui est proposé dans cette formule. Nous prenons juste la somme du compte 13.7 et 13.8. Nous nous arrêtons là. Nous ne déduisons pas de ces deux ici la participation des travailleurs et aussi l'impôt sur le revenu. Voilà, si nous prenons la somme de ces deux ici, ça nous donne le résultat avant impôt. Vous allez comprendre que on n'a pas déduit les comptes 89 de cette formule ici. Alors, lorsque vous faites la somme de ces deux, vous avez les résultats avant impôt. Et au dénominateur, vous avez les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est déjà proposé dans les résumés que vous avez. Au niveau des capitaux propres, nous avons le capital social qui est le compte 10.1. Vous avez les réserves. Bon, prenons d'abord les primes avec les comptes 10.5. Vous pouvez prendre la réévaluation avec les comptes 10.6. Vous pouvez prendre aussi les réserves, les reports à nouveau, et les comptes, ici j'ai les comptes 11, les comptes 12, et puis vous avez les subventions d'investissement, vous avez aussi les provisions avec les comptes 15, vous allez corriger ici, dans les résumés, il y a eu une erreur au niveau de la saisie, il faut dire moins charge à étaler. Moins charge à étaler. Dans les résumés que vous avez, on a mis les signes plus ici. Il faut enlever les signes plus pour le remplacer par les signes moins. Donc nous prenons. Alors tout ce que nous avons ici, les comptes, la somme du compte 10.1, 10.5, 10.6, 11, 12, 14 et 15, ça nous donne ce qu'on appelle l'autofinancement. Arrêtons au compte 10.5, ça s'appelle autofinancement. Autofinancement ici, j'ai expliqué ça dans les résumés qu'on va vous transmettre aujourd'hui. L'autofinancement c'est quoi? C'est juste l'argent que l'entité a utilisé ou a ajouté au capital en puisant au sein même de l'entité. On n'a pas tendu la main à quelqu'un qui n'est pas associé, mais on a puisé dans la trésorerie de l'entité en utilisant les comptes 10.5, 10.6, les réserves, les reports à nouveau et même les subventions d'investissement. Vous allez faire très attention à ce niveau ici, surtout en ce qui concerne la somme du compte 10, 5, 10, 6, 11, 12, 14 et 15, c'est juste la somme de ces comptes ici s'appelle autofinancement. Si nous ajoutons au compte 10.1, moins les charges à étaler, nous avons ce qu'on appelle les capitaux propres. Alors, la formule est facile à utiliser. Vous prenez les résultats avant impôt fois 100 divisé par les capitaux propres. Deuxième type de rentabilité, ça s'appelle rentabilité du capital social. Rentabilité du capital social ou encore la rentabilité du capital initial. Je suis là. Oui. Donc, rentabilité du capital
social ou initial. Ici, cette rentabilité-là est déterminée par les résultats après impôt, fois 100 sur le capital social. Ce que je dois expliquer ici, c'est les résultats après impôt. Les résultats après impôt est déterminé par, toujours nous revenons dans la formule du compte 13.1, nous prenons 13.7 plus 13.8 moins 89 qui est l'impôt sur les revenus. Donc vous déduisez de la somme de ces deux comptes ici, le compte 89 et vous avez les résultats après impôt. Et au dénominateur, vous avez le capital social ou le capital initial qui est le compte 10.1. Donc c'est très facile à retenir. D'autant plus que vous avez tous les 8 paliers qui constituent les revenus de l'entité dans votre cahier. Et enfin, nous avons la rentabilité financière. Rentabilité financière. Et cela est donné par la formule rentabilité égale résultat à distribuer. Les résultats à distribuer fois 100 divisé par le capital social. Voilà, les formules sont faciles à retenir. Ici, avec la rentabilité du capital initial, au dénominateur, nous avons le capital social ou capital initial. Et ici aussi, nous avons le capital social ou capital initial. Mais pour la rentabilité des capitaux propres, le dénominateur est donné par les capitaux propres. Et c'est quoi les résultats à distribuer? C'est cela que nous devons expliquer ici. Les résultats à distribuer est tiré toujours de cette formule ici. Parce que dès que nous avons déterminé, si nous ajoutons à la formule du 13.1, nous prenons 13.7 plus 13.8 moins 89, on peut prendre moins 87. Ici, c'est le résultat qui est disponible ou les résultats qui découlent de l'activité économique de l'entité. Alors, par moment, ces résultats n'est pas utilisé ou n'est pas distribué dans sa totalité aux associés. Il y a des moments où on récupère dans ces résultats ici ce que nous appelons l'autofinancement. On peut utiliser une partie du résultat pour réinvestir cela au sein de l'entité. À ce moment-là, si nous prenons de ces résultats 13.1, nous déduisons les résultats à conserver, c'est-à-dire les résultats une partie du résultat qui a été gardé au sein de l'entité et qui n'a pas été distribué aux associés. À ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle les résultats à distribuer. Donc les résultats à distribuer, c'est les résultats que nous donnons aux associés. Et par moment, on récupère de ces résultats qui est le compte 13.1, une partie pour telle ou telle autre raison. Alors ce qui reste là, c'est qu'on donne effectivement aux associés, c'est ce qu'on appelle les résultats à distribuer. Alors c'est pourquoi vous allez voir que je vous ai proposé aussi dans les résumés que j'ai déposés aujourd'hui, c'est la différence entre la capacité de financement et l'autofinancement.
vous devez comprendre la différence entre ces deux termes. Ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, c'est juste les résultats ici que nous avons. Ça, c'est la capacité de financement. Maintenant, cette capacité de financement ici, par moment, elle n'est pas réinvestie totalement au sein de l'entité. On déduit de cette capacité là-bas ce qui doit être conservé. Et donc, lorsqu'on a déduit cela, nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle l'autofinancement. Voilà ce que vous devez retenir en ce qui concerne la rentabilité. Les formules sont faciles à utiliser à travers les exercices, les deux exercices d'ailleurs que je vous ai proposés. Et nous passons directement au cours de comptabilité. J'ajoute un petit lien là pour vous permettre de travailler tous les exercices que vous pouvez rencontrer. Ici, je voudrais parler de la comptabilisation des écarts de conversion. Comptabilisation des écarts j'ai le compte 47, 8 et 47, 9. Vous allez vous rappeler que déjà en ce qui concerne le compte 47, je vous ai parlé du compte 47, 6. Ça, on appelle ça les charges comptabilisées d'avance. J'ai parlé du compte 47.7, charges et produits comptabilisés d'avance. Et aujourd'hui, j'ajoute le compte 47.8 qui est écart, qui signifie écart de conversion actif, écart de conversion actif. Et nous allons terminer par le compte 47.9 qui est l'écart de conversion passif. Alors ces quatre comptes doivent être très très bien retenus et vous devez être en mesure de bien les utiliser ou bien les manipuler. Alors je commence par l'écart de conversion passif. C'est quoi l'écart de conversion passif? Ici, c'est pour moi une occasion de vous expliquer la dernière rubrique du bilan. Parce que quand vous avez le bilan, vous avez les immobilisations, vous avez l'actif circulant, vous avez trésorerie actif, et puis la dernière rubrique, c'est l'écart de conversion. Et au niveau de la 3e année et de la 4e année, les élèves, d'habitude, nous posent la question de savoir, mais jusque-là, il n'y a aucun exercice où nous avons parlé des écarts de conversion. C'est une matière qui est réservée à vous qui terminez les humanités commerciales et gestion. Alors, c'est à vous que nous expliquons cette dernière rubrique ou la dernière masse bilantaire au niveau de l'actif et du passif. Et nous avons l'écart de conversion actif. Vous voyez que ce compte-là, il apparaît ici. Et puis, l'écart de conversion passif que nous mettons au passif du bilan. Alors, c'est quoi l'écart de conversion passif? J'ai dit, je commence par l'écart de conversion passif. C'est juste que, par moment, nous pouvons acheter une marchandise dans une monnaie étrangère. Et lorsque nous achetons cette marchandise aujourd'hui, avec la fluctuation de la monnaie, cela peut faire que quand nous achetons aujourd'hui, si je peux prendre l'exemple du taux du dollar américain, nous achetons aujourd'hui au taux de 1800 une marchandise et une semaine après,
à la fin du mois, les taux passent de 1800 à 1850. Alors que les premières écritures ont été comptabilisées au taux de 1800. Donc il faut constater cet écart, ce décalage-là. Et alors cet écart ou le décalage peut être en faveur de l'entité ou en défaveur de l'entité. Quand est-ce que cela est en faveur de l'entité? C'est en faveur de l'entité lorsque c'est l'entité qui avait vendu une marchandise à crédit, bien sûr. On a vendu à crédit au taux de 1800, alors que quand il faut recouvrer la créance, il faut percevoir l'argent, le taux est passé de 1800 à 1850. À ce moment-là, nous avons un avantage. Alors, lorsque nous avons un avantage, cela va être considéré comme l'écart de conversion passif. Nous allons débiter le compte 41.1 par le crédit du compte 47.8. Pourquoi? Parce que la dette du client a augmenté. Ce que le client nous doit est passé d'un taux de 1800 à un taux de 1850. Il en est de même, le même compte est crédité et utilisé lorsque le fournisseur diminue, notre fournisseur diminue. C'est-à-dire que nous avions une dette envers le fournisseur qui a été comptabilisée au taux de 1800 et si le taux passe de 1800 à 1750, c'est que notre dette envers le fournisseur aura diminué. À ce moment-là, il faut débiter le compte 41 par le crédit du compte 47.8. De cette différence-là, c'est par rapport à la différence. Et il en est de même lorsque nous avons un emprunt et lorsqu'il y a un prêt. Le prêt ici, ça se comporte comme ce compte 41.1 et l'emprunt, c'est comme le compte 41. Voilà comment on comptabilise l'écart de conversion. Ici c'est 9, je m'excuse. L'écart de conversion passif. Et vous allez comprendre que l'écart de conversion actif, c'est juste le contraire de cette écriture ici. Nous allons débiter le compte 47.8 par le crédit du compte 16, 27, 40 ou encore 41.1. Ici, ça signifie quoi? Je reviens ici. Ici, c'est que la dette envers les fournisseurs a diminué ou encore la créance sur notre client a augmenté. Et ici, comment nous allons interpréter? Lorsque la dette envers le client et les créances envers les clients ont diminué, c'est-à-dire nous avons vendu une marchandise à crédit au taux de 1800 et lorsque le client doit pouvoir nous payer ou encore lorsque nous sommes à la fin de l'année, nous constatons que le taux est à 1750. À ce moment-là, il y a une perte pour nous, il y a diminution du client. À ce moment-là, nous débitons le 47.8 à 41.1 de cette diminution-là. Si ici, au taux de 1800, la dette était de 5000 et que au taux de 1750, la dette est de 4750, la différence ici va me donner 250. Alors je vais débiter les comptes 47.8 de 250 et créditer les comptes 41 de 250. Et la précision que je voudrais apporter ici, c'est que chaque fois que la situation est en défaveur de l'entité, il faut faire des provisions. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons vendu, nous sommes le 1er octobre, nous avons vendu une marchandise au taux de 1800 et le montant total nous a donné 5000.
Et là, nous sommes au 31 décembre de cette même année. Nous constatons que le taux a diminué et le montant ne représente que 4 750. Alors, nous passons cette écriture ici, c'est à notre défaveur parce que l'argent que le client aura à payer à la date du 31, bien sûr, cet argent-là ne sera plus 5 000 francs. À ce moment-là, nous devons faire des provisions. Provision, ça veut dire quoi? Il y a risque. Ce n'est pas que le client va payer à la date du 31 décembre. Le client pourra payer à la date, je ne sais moi, du 2 janvier de l'année N+1. Mais au 31 décembre, nous constatons déjà qu'il y a risque de perdre l'argent. Et comme il y a risque, cette écriture ici, comme ce n'est plus encore, ce n'est pas la réalité, le client n'a pas encore payé, nous allons passer cette écriture ici et la faire suivre. Nous allons ajouter à cela une autre écriture des provisions que vous connaissez très bien, comme il s'agit d'une provision concernant les activités commerciales. Nous allons débiter les comptes 65 91 par le crédit du compte 49 1. Et là, nous débitons cela de 250. Je voudrais que tout le monde comprenne bien le sens de cette écriture. Le sens de cette écriture, c'est qu'il y a risque que nous puissions perdre 250 francs par rapport à la créance que nous avions sur les clients du fait de la fluctuation monétaire, comme la monnaie n'est pas stable. Alors, si vous ajoutez les notions d'écart de conversion ici à tout ce que nous avons déjà enseigné sur la régularisation, le redressement et les amortissements, vous pouvez alors résoudre tous les exercices que vous pouvez rencontrer. Les écritures sont, et certains exemples sont déjà à la maison à l'heure qu'il est. Vous vous concentrez et ici, lorsque le client, la dette du client envers nous a augmenté, nous n'ajoutons pas une autre écriture en vertu du principe de la prudence comptable. Parce que lorsqu'il y a une faveur envers l'entité, cette faveur-là n'est pas comptabilisée. C'est ça. Donc nous comptabilisons seulement les pertes probables. C'est pourquoi lorsqu'il y a des augmentations, si vous avez utilisé le compte 47.9, vous ne faites pas suivre cette opération ici d'une opération ou d'une écriture de provision. Vous accompagnez, vous ajoutez l'écriture de provision seulement en cas de perte, lorsque vous sentez que vous êtes mal à l'aise par rapport au taux présent de la monnaie étrangère, ce qu'on appelle généralement le cours d'échange. Voilà ce que vous pouvez retenir. Avec ça, prenez tout ce que vous avez comme exercice, ce que vous pouvez ramasser à gauche, à droite, et allez-y maintenant, petit à petit, chaque écriture, vous passez, et en vous conformant aux différents résumés que vous avez, vous allez voir que cela va très bien donner. Portez-vous bien, merci.